continue notre discussion avec le professeur Ahmad Aktouf, professeur au HEC de Montréal. Le sujet, comme vous l'avez deviné, est tellement d'actualité et très large aussi, parce que c'est impossible un peu à rétrécir, on se perd toujours dans ces discussions-là. Professeur, ce que nous avons remarqué, oui, on a eu ici par exemple au Québec la révolution des carrés rouges, le printemps érable, comme on l'a appelé, où les gens se sont élevés contre la corruption, contre ce pouvoir de l'argent justement qui est devenu un dieu pratiquement, une nouvelle église et une nouvelle religion. On a chassé du pouvoir justement les libéraux, et puis 14 mois après, ces mêmes électeurs ont ramené ces libéraux-là au pouvoir. Et donc on s'est retrouvé avec un parti qui est connu pour ses liens très étroits avec le monde de la finance, avec Power Corporation et tout ça. Est-ce que les électeurs aujourd'hui sont devenus pratiquement des zombies, ou est-ce qu'on est des robots qui ont été programmés justement pour sortir le matin, aller au travail, revenir, regarder la télévision, s'endormir, et puis le jour du vote, on se dit « Ah tiens, je vais aller voter », puis on choisit toujours les mêmes. Vous savez, il y a un philosophe, pédagogue américain, John Dewey, qui a écrit une phrase, ça c'est fin du 19e, début du 20e, à propos de la démocratie. Il dit « La démocratie doit être régénérée à chaque génération, et la sage-femme, c'est l'éducation. » Donc chaque génération doit être éduquée de façon à être capable de bonifier la démocratie et de la faire renaître à chaque génération, parce qu'elle risque de mourir. Alors quels sont les facteurs létaux? Qu'est-ce qui peut faire mourir une démocratie? Bien, pour le comprendre, il faut d'abord se demander qu'est-ce qui la fait vivre. Alors, on croit à tort que la démocratie, c'est par exemple la pluralité des partis. S'il y a une pluralité de partis, bon, il y a démocratie, en soi. Ensuite, on s'imagine que s'il y a un vote, il y a une boîte, une urne, et que tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, tout le monde va mettre son bout de papier là-dedans, c'est ça la démocratie. Or, pas du tout, pas du tout. On nous disait à une certaine époque, la démocratie, enfin l'esprit de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Oui. Déjà. Et voilà, et le choix, donc cette liberté de choisir. Il y a plusieurs dimensions à la notion de démocratie. Il y a celle-là, la séparation des pouvoirs qui nous vient de Montesquieu, dans l'esprit des lois, séparer le législatif du judiciaire, de l'exécutif. Et alors là, déjà ça pose un grand problème. Cette définition de Montesquieu, là, pose un grand problème. C'est le suivant. On nous dit aussi que démocratie, c'est quand le marché est libre. Libre, marché libre, libre compétition, libre... Alors vous voyez comme le mot libre est employé comme ça. Ouais. Personne n'est contre la liberté. Quand on vous dit c'est libre, 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 une télévision qui appartient à Desmarais, elle est libre. Une télévision qui appartient à Pelado, elle est libre. Mais donc libre, c'est bon. Mais une télévision qui appartient à un gouvernement, c'est pas libre. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Elles sont aussi libres et pas libres les unes que les autres. Mais il disait même que la démocratie et le capitalisme, c'est comme les deux jambes, à gauche et à droite. Mais il y a un pivot qui est l'entreprise privée et le marché libre, qui est conçu aussi. D'ailleurs, c'est un des facteurs qu'on classe comme... Pour classer les pays dans le monde, s'ils sont démocratiques ou pas, on regarde leur taux de syndicalisation, la liberté des entreprises, le taux d'entreprise privée, le taux de concurrence du marché, etc. Et c'est directement proportionnel à la démocratie. Oui, mais regardons ce qu'est l'entreprise privée. Prenons au hasard M. Pelado. M. Pelado, dans son entreprise, Québecor, est-ce qu'il a ces 3 pouvoirs réunis entre ses mains, oui ou non? Il a le judiciaire, il fait les règles. Il a le législatif, il fait les lois. Pardon, il a le législatif, il fait les lois. Il a le judiciaire, il juge, qui ne respecte pas les lois. Et il a l'exécutif, c'est-à-dire qu'il débauche qui il veut, il embauche qui il veut, il prend les décisions qu'il veut. Gère. Donc la conclusion, c'est que l'entreprise privée
qui est le pivot de ce capitalisme dit démocratique et libre, est une dictature. Elle n'obéit pas aux lois de la démocratie. Pas du tout. Power Corporation, c'est une dictature. Baudouin, Bombardier, c'est une dictature. Mais certains vous diront, c'est pas une dictature, c'est une propriété privée. Québécois, oui, mais elle se comporte comme une dictature. Mais c'est ça, parce que dans une propriété privée, il y a ce pouvoir de l'usus, etc. Et oui, mais la question que ça pose, c'est comment peut-on construire une démocratie avec une juxtaposition de dictatures? Quand vous additionnez les dictatures les unes à côté des autres, comment voulez-vous avoir démocratie? Pourquoi il y a vote? Par exemple, dès l'école primaire, on apprend aux enfants, moi à HEC Montréal, je dois faire un contrat pédagogique avec mes étudiants. Un contrat pédagogique et psychologique. Donc ils participent à comment ils sont évalués, comment ils sont notés, comment je corrige, comment, etc. Et puis ils m'évaluent, et puis ils ont le droit de négocier. Donc, il y a démocratie. Mais une fois qu'ils sortent avec leur diplôme et qu'ils sont employés de Pelado ou des Marais, Pelado des Marais ne va pas leur dire est-ce que ça tente de faire ci, ça tente de faire ça, viens ici, on va faire un contrat pédagogique, tu fais ça et tu te tais. Donc, moi, la grande question que je pose, c'est comment peut-on concevoir un espace démocratique qui est composé essentiellement par la composante fondamentale qui est l'entreprise privée, qui est par essence dictatoriale. Donc on a déjà ce problème-là. L'autre problème, c'est la démocratie, c'est aussi la façon dont on est formé, dont on est informé, et dont on nous donne la capacité de nous auto-former. Alors, si depuis le primaire, depuis le biberon, vous êtes formé à détester le syndicat, ça, je ne prends pas ça au hasard. Je m'en suis rendu compte en arrivant ici. Et, bon, on a fui l'Algérie. Bon, on m'a foutu à la porte de l'Algérie. Un pays, bon, on le sait, autoritaire, dictatorial, machin, sous prétexte de démocratie populaire, blablabla. Bla, bla, bla. Mais on avait développé, en tout cas ma génération à moi, on avait développé un réflexe d'intellectuel. Quand on lisait le Moujahid le matin, le seul quotidien national qu'on avait à l'époque, c'était pas lire les nouvelles, c'était se dire à quel point on me prend pour un imbécile aujourd'hui, plus qu'hier, moins, et puis on apprenait, on développait un réflexe qui était comme les Russes avec la Pravda, enfin les Soviétiques, lire derrière les lignes, derrière les paroles, entre les lignes, où est le truc, où est la vérité, où est le mensonge. Donc c'était une lecture active. Voilà, et je suis arrivé avec ce réflexe ici. Et ici, au Canada, je me suis dit, moi j'arrive en Amérique du Nord, le Canada, c'est la liberté d'expression, c'est la démocratie, c'est etc. Et donc, il n'y a pas de ça. Mais comme j'avais ce réflexe, au bout d'une semaine, je me suis aperçu d'une chose qui m'a explosé à la face. C'est la façon dont on traite linguistiquement, et ça c'est connu en linguistique, hein, il y a des manipulations, des pièges linguistiques, le mot syndicat et le mot patron. Alors chaque fois que le mot patron, business, businessman, etc., patronat, était prononcé à la télévision, à la radio ou écrit dans les journaux, systématiquement précédé et suivi de termes positifs. Ça enrichit, ça améliore, ça agrandit, ça progresse, ça fait progresser, ça investit, ça crée, ça, etc. Et le mot syndicat, syndicalisme, syndiqué, syndicalisation, systématiquement précédé et suivi de termes négatifs. Ça bloque, ça arrête, conflit de travail, ça prend en otage, ça crée des conflits, ça diminue, ça régresse. Et là, je me suis toujours rendu compte, je me suis dit, mais on est aussi manipulé. Au moins en Algérie, on me manipulait, mais je le savais. Ici, on me manipule sans savoir. Alors cet exemple est très édifiant. Quand depuis le biberon, vous êtes élevé à ça, vous avez ça qui rentre dans vos deux oreilles, dans vos yeux, vos pores, vos parents parlent comme ça, vos grands-parents, vos voisins, l'épicier, le chauffeur de taxi, la télévision, tout ça. Vous arrivez à l'âge de 18 ans, l'âge de vote. Et il y a deux candidats devant vous. Un, il dit je suis syndicaliste, l'autre dit je suis businessman. Vous allez automatiquement voter pour le businessman. Vous n'allez jamais voter pour le syndicaliste. Donc, la façon dont on est formé, la façon dont on est informé,
nous conditionne à la façon dont on va voter. Alors, quand je suis arrivé ici, par exemple, je suis arrivé, moi, avec la conception européenne, que je connaissais très bien, plus la conception du sud-est asiatique, donc Japon, Corée, que je connaissais moins, mais que je connaissais quand même, du patronat, de la société, de l'État, du syndicat. Alors, que ce soit en Europe ou en Asie du Sud-Est, le syndicat, moi, j'ai appris, et puis je l'ai intégré, je l'ai intériorisé moi-même, le syndicat est considéré comme un contrepoids normal, comme un contre-pouvoir normal, nécessaire à la démocratie. Parce que dans toute démocratie, il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et puis, normal, naturel, et se syndiquer, ça n'a rien de péjoratif, ni de mauvais, Et le patronat n'est pas un dieu. Le patronat, il a des droits, il peut faire des profits, il peut commander, il peut diriger, il peut machin, mais il ne peut pas exagérer. S'il exagère dans ce qu'il fait, il y a le représentant syndical qui va le remettre à sa place. S'il exagère dans les lois, il y a l'État qui va le remettre à sa place. Il y a le ministre du Travail, il y a le prud'homme, il y a les tribunaux pour les ouvriers, il y a les tribunaux syndicalistes, etc., les journaux de gauche, les bons. Et j'arrive ici, le syndicat, maladie sociale. Toute personne qui se syndicalise, c'est un fainéant, un paresseux, un voleur, un machin, etc. Et le patron et le patronat, c'est Dieu incarné, c'est le bienfaiteur universel. Alors voilà comment on conditionne les gens à voter. Et tous les pouvoirs ont intérêt à ça. Tous les pouvoirs, l'URSS avait sa façon de le faire. Justement, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, la population, enfin la populace, le commun des mortels, monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas besoin de ce discours élaboré, de haut niveau, etc. Il nous sert tout le temps. L'ancienne devise de César, donner l'air du pain et des jeux, et puis c'est tout, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ben oui, absolument, il y a ça aussi. Laisse-moi mon frigo, mon auto, mon bungalow, et tant que j'ai ça, le reste je ne veux pas savoir. Et ça, Noam Chomsky l'a très bien expliqué dans son œuvre magistrale qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. Comment on est arrivé à mettre dans la tête du Nord-Américain que quoi qu'il lui arrive, il n'est que momentanément embarrassé. Et que, de toute façon, tout est ouvert, tout est un jour ou l'autre, il sera millionnaire, un jour ou l'autre, il sera ce qu'on appelle l'American Dream, le rêve américain. Ouais. Donc on a tellement mis ça dans la tête des gens, et je peux même vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement quand j'étais candidat UFP et NPD, dans le Bas-Côte-des-Neiges. Il y a des rues, j'aurais jamais cru voir ça. Il y a des gens qui habitent quasiment des bidonvilles chauffés. Mais c'est inouï. Vraiment, j'aurais jamais cru qu'il existait une telle pauvreté, un tel dénuement. Et j'ai vu des familles où les enfants partent le matin, le ventre vide à l'école, parce qu'il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de... J'ai découvert, mais c'est pas très loin, c'est Plaza Côte-des-Neiges et puis autour, vers Myland, vers machin, vers Parc Extension, Et ces gens-là, je me rappelle à l'époque, c'était donc les candidats de Paul Martin qui étaient mes adversaires, et Paul Martin, on venait d'apprendre qu'il avait mis 500 millions de dollars, connu, hein, c'est Duceppe qui a révélé ça, je me rappelle bien, à la télévision, en débat des chefs, qu'il avait mis 500 millions de dollars à l'abri du fisc, dans un paradis fiscal qu'il a lui-même créé quand il était ministre des Finances, au Barbade. Et j'avais le papier qu'avait exhibé Duceppe à la télévision. Et donc je disais à ces gens qui sont victimes du système, je leur disais, mais écoutez, vous n'allez pas voter pour le candidat de monsieur Martin, c'est pas le Premier ministre du Québec, c'est le premier voleur du Québec. Regardez, 500 millions prouvés qu'il a volé à nous. C'est notre argent, ça. Il nous l'a volé, ça aurait pu servir à nos hôpitaux, à nos médecins, à nos écoles, à nos enfants, pour le mettre dans un paradis fiscal qu'il a créé lui-même quand il est ministre des Finances. Vous n'allez pas voter pour son candidat, quand même. Si vous votez pour moi, UFP, NPD, nous, on est pour le peuple, on est pour ceci, on est contre ça, on va faire ramener cet argent. Vous savez ce que me répondait? J'étais sidéré. Ça, c'est les plus pauvres qui vont répondre. Les plus pauvres, les victimes du système, là. Plus victimes que ça, impossible. Entre 6, 8 sur 10. Qu'est-ce qu'il me répondait? Monsieur,
si je vote pour Paul Martin, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai 500 millions en Barbade. Mais si je vote pour vous, je ne les aurai jamais. Voilà jusqu'où ça va. Voilà jusqu'où ça va. Donc, cette espèce de conditionnement à ce consentement, cette fabrication du consentement, comme on l'appelle Noam Chomsky. Mais nous avons tous cette fascination de l'argent. Tout le monde est un peu fasciné par l'argent, surtout par le pouvoir que donne l'argent. Oui, mais on est aussi aliéné par une fausse conscience, parce que depuis l'école primaire jusqu'à l'université, en Amérique du Nord, on est infiniment moins éduqué et moins instruit qu'en Europe et dans les démocraties du Sud-Est asiatique. Il y a beaucoup moins de culture générale, beaucoup plus de formation d'employables. Alors, Charest l'a dit en 2003, le rôle de l'éducation, c'est de former l'employable dont a besoin l'entreprise. Ça, c'est une catastrophe. On ne parle plus du citoyen. Enfin, c'est fini. Le rôle d'éducation, c'est de former un citoyen cultivé, averti, comme l'a dit John Dewey, capable de régénérer la démocratie à chaque génération et l'améliorer, la bonifier. C'est ça la démocratie. Hein. Alors, quand on parle de démocratie, il y a aussi le problème de laïcité. Sans laïcité, il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce que c'est la laïcité? On dit aujourd'hui, c'est la séparation du religieux et de l'État, et du public, du politique. Mais ce n'est pas ça la laïcité. C'est faux. Cette définition de la laïcité date de 1878, si j'ai bonne mémoire, dans le dictionnaire Littré. C'est à ce moment-là que Et puis c'est en 1905 qu'il y a eu vraiment la loi française sur la laïcité, qui est la séparation du religieux et du politique. Mais l'origine de la laïcité, qui est aussi concomitante de l'origine de l'idée de république et de démocratie. République en latin, res publica, qui veut dire la chose publique. C'est-à-dire que l'État, la nation, n'est pas une chose qui doit être entre les mains des nobles ou d'un roi ou d'une classe, mais ça doit être mis entre les mains du peuple. La res publica, la chose publique. Et c'est de là qu'est née 1789, la Révolution française qui a donné naissance à la première République moderne, etc. Bon, après Napoléon, après l'épisode napoléonien, tout ça. Bon. Mais l'origine, c'était quoi? C'était les libres penseurs, essentiellement français, essentiellement, parce qu'il n'y avait pas que les Anglais, les Allemands, mais essentiellement Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, discours sur l'inégalité sociale et du contrat social, donc, son ordre, Voltaire, Diderot, ce qu'on appelle les rationalistes, etc. Bon, libres penseurs. Et ces libres penseurs, Montesquieu aussi, l'esprit des lois, ont commencé à parler de cette question de laïcité, concomitante à l'idée de république et démocratie. C'est pour ça qu'ils étaient bannis dans toutes les cours, que Jacques Rousseau était obligé d'aller vivre chez des amis en Angleterre, ailleurs. Il a abandonné ses 5 enfants à cause de ça, parce qu'il ne pouvait pas rester dans un endroit quelconque sans être mis en prison. Donc, le mot laïcité, si on regarde l'origine du mot laïcité, alors ça, vous savez, j'ai écrit un article là-dessus, quand il y a eu tout le débat sur la charte des valeurs, que j'ai envoyé à tous les journaux du Québec. Aucun ne l'a publié. Traduit en anglais aussi, je l'ai envoyé à des journaux anglais. Aucun ne l'a publié. Mais il a eu un succès fou en Suisse, en Belgique, en France. Il a été dans des sites partout, repris, cités, etc. C'était la première fois que quelqu'un analysait de cette façon la question de laïcité. Alors j'ai été vraiment fouillé. D'où vient le mot laïcité? Laïcité vient d'un mot grec, laïkos. Laïkos, grec ancien, qui veut dire le peuple. Laïkos, c'est le peuple. Bon. Alors, l'idée de laïcité, je ne parle pas du concept de laïcité, qui est devenu ce qui est devenu maintenant, je parle de l'idée, qui est née avec donc, les Jean-Jacques Rousseau, etc., au XVIIIe siècle. Diderot, Voltaire. C'était la suivante. Vous, les deux, monarchie, le roi et l'Église, qui est en train de bouffer le peuple, foutez le camp, tous les deux. Et on met le peuple à votre place. Ce qu'on a appelé le tiers-état. Le tiers-état, c'est-à-dire la troisième composante de la société, après la noblesse et la monarchie, et l'Église. Le tiers-état, c'est le peuple.
Donc l'origine de la laïcité, ce n'est pas la séparation de la religion du politique. L'origine, c'est vous, politiques et religieux, arrêtez d'exploiter le peuple, foutez le camp, et on vous remplace par des gens du peuple élus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'establishment. Voilà. Et maintenant, la laïcité, c'est devenu séparation. C'est la loi de 1905. Hein. Même la définition du décret de 1870 était plus complexe que ça. C'est simplement séparation du religieux et des pouvoirs. Mais écoutez, je vais vous dire, avec Bush à Washington et avec Harper à Ottawa, on avait deux religions avec le pouvoir politique. La première, c'est la religion évangélique. Bush, Cheney, Rumsfeld, etc., etc. C'était la religion évangélique dans le cœur de l'État américain. Et toutes les guerres ont été faites au nom de cette religion. Mais bien sûr. Sans le dire, bien entendu. Mais bien sûr. Et le sionisme, ce qu'on appelle les chrétiens sionistes. Parce que pour eux, pour les évangéliques, comme Harper, comme Bush, Cheney, tout ça, le Messie va revenir et la chrétienté va être de nouveau réunie, protestants, catholiques, etc., quand le grand Israël sera rétabli. C'est pour ça qu'il y a une alliance objective entre chrétiens fondamentalistes ou évangéliques, etc., qui étaient et qui sont toujours en cachette fondamentalement antisémites parce que les Juifs ont tué Jésus. Hein. Ça, ils n'oublient jamais. Mais il y a une complicité objective pour reconstruire le Grand Israël, qui va donc depuis Damas jusqu'au Gorge d'Aqaba. C'est ça le Grand Israël. C'était du premier temple d'Hérode, de Jérusalem. Et donc, voilà pourquoi l'une des idées, pourquoi cet appui inconditionnel à Israël, et Harper aussi d'ailleurs, appui inouï à Israël. Inconditionnel. Donc voilà, alors l'une des composantes, et alors donc on a l'anti-avortement, etc., contre la science. Vous savez que Bush, il a commencé, et son administration a commencé à interdire qu'on enseigne Darwin, qu'on enseigne la paléontologie, il fallait enseigner le créationnisme, qui fait partie de la religion évangélique. Donc, où est la laïcité? Il n'y a pas de laïcité. À Ottawa et à Washington, on avait une religion dans le cœur même du pouvoir politique. Et la deuxième religion qu'on a aujourd'hui partout, y compris à Québec, y compris à Ottawa, y compris à Washington, y compris à Paris, c'est la religion néolibérale. La conception néolibérale de l'économie, c'est une religion. Vous savez, l'économie, ce n'est pas une science. L'économie, c'est une idéologie. La preuve, c'est qu'il y a au moins 30 écoles d'économie différentes, aujourd'hui, qui coexistent. Il y a 2 prix Nobel d'économie, qui ont les prix Nobel, en disant totalement le contraire l'un de l'autre. Myrdal et Hayek. Hayek qui disait tout est marché, et Myrdal qui disait rien n'est marché. Ou Paul Samuelson, 3e prix Nobel aussi, qui disait le marché est une fiction, etc., etc. Ils ont eu le prix Nobel. Regarde, il y a 30-40 écoles d'économie différentes, ricardienne, post-ricardienne, néo-ricardienne, post-smithienne, néo-smithienne, crypto-smithienne, marxiste, néo-marxiste, crypto-marxiste. Mais là, vous touchez un point essentiel, parce que là, c'est un peu paradoxal. Vous dites que l'économie n'est qu'idéologie en fond. Idéologie, c'est l'idéologie. C'est loin d'être une science exacte. Et de l'autre côté, les politiciens, alors, surtout les libéraux, enfin les néolibéraux, ils nous disent, écoutez, laissons les idéologies de côté. Oui. C'est pas ça qui fait avancer la charrette. Oui. Et parlons des choses réelles. Mais ça, c'est complètement quasiment schizophrénique. Parce que tout leur discours, quand ils, je sais pas moi, juste dire la phrase « le marché du travail est en déclin au Québec », c'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. Parce que le marché est une fiction. C'est un concept complètement abstrait. Il n'y a nulle part où on peut voir... Ou alors dire la masse salariale comparée à la masse monétaire est tellement disproportionnée qu'on est en situation déflationniste. Mais ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il n'y a aucun endroit où on peut observer une masse monétaire qui court après une masse salariale, chronométrer leur vitesse et dire l'une va plus vite que l'autre. Enfin, tout ça, c'est des abstractions mathématiques. Or, en mathématisant,
on a l'illusion qu'on devient scientifique. Alors quand on cite des chiffres, on cite des coefficients, on cite des statistiques, etc., on a l'illusion d'être scientifique et d'être objectif. Et donc d'avoir raison. Et donc d'avoir raison de faire ce qu'on veut faire et de faire ce que fait Couillard en ce moment, qui est une aberration totale. Cette politique d'austérité va... Couillard nous dit j'ai jamais appliqué de politique d'austérité. Ben, bien sûr, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il parle de rigueur. Voilà, mais quelle est la différence entre rigueur et austérité? Donc vous savez, cette soi-disant science économique, ce n'est rien d'autre que la transformation du discours économique depuis Marx, jusqu'à Marx, les 5 classiques. Hein. Même Adam Smith, hein, dont ces gens-là se réclament, il a écrit contre eux. Adam Smith a écrit des phrases qu'ils ignorent quand il se réclame, quand il cite Adam Smith. Adam Smith, par exemple, a écrit « Laissez 3 businessmen faire du business sans surveiller ce qu'ils font, et vous avez 3 brigands ». Ça, c'est Adam Smith qui l'a écrit. Donc, s'il écrit ça, Adam Smith, c'est qu'il dit « Ce que je dis sur la main invisible et sur le marché, ça ne fonctionne que si les acteurs agissent en fair play, c'est-à-dire avec la morale dont je parlais tout à l'heure. » Et ce n'est pas pour rien qu'Adam Smith a écrit aussi un autre livre, célèbre parmi ses livres, qui s'appelle Le Traité des sentiments moraux. Le marché, la main invisible, tout ça, ça fonctionne si les gens fonctionnent fair play, jouent franc jeu, ne mentent pas, ne trichent pas, ne manipulent pas, ne volent pas, n'exploitent pas. Alors là, oui, ça va. Et c'est de ça que Marx s'est inspiré. Marx s'est inspiré à 80% d'Adam Smith. Alors Adam Smith a écrit une autre phrase aussi, qui est celle-ci. Le slogan, la devise des hommes d'affaires est la suivante. Tout pour moi et rien pour les autres. Et ceci est infâme. Et ces gens-là doivent être surveillés, sinon ils vont se conduire de façon infâme. Et le mot infâme en anglais est un mot très fort, très puissant. Il a écrit une autre phrase aussi que je vais essayer de traduire comme ça librement, sur le fait de laisser les gens d'affaires se mêler de politique. Adam Smith, hein, 1775. Il a écrit, la phrase est dit à peu près ceci. Devant toute proposition venant des gens d'affaires, n'importe quel gouvernement doit, avant de faire de cette proposition une loi ou une règle ou une disposition, doit la considérer doit l'examiner avec la plus grande parcimonie, avec munitie et même avec soupçon. Proposition venant des gens d'affaires. Vous voyez donc, l'économie, comme l'a dit Bernard Marie, que j'ai cité, c'est pratiquement un ami que j'ai perdu, il dit, vous savez, professeur agrégé d'économie, vous savez que ici, agrégé, ça ne veut rien dire, ils ne comprennent pas trop ce que c'est. Mais vous le savez aussi bien que moi, agrégé en France, c'est un diplôme qui est au-dessus du doctorat, au-dessus même de 2 doctorats. Parce que dans le système français, avant d'adopter le LMD, le système américain, licence, master, doctorat, c'était licence, DEA, diplôme d'études approfondies, qui était pratiquement un doctorat, doctorat 3e cycle, doctorat d'État, et au-dessus, l'agrégation. Après, des études postdoctorales. Ça veut dire que Bernard Marie, je veux dire, l'économie, il connaît tout ce qu'il y a à connaître, c'est qu'on le connaît. Il a dit cette chose extraordinaire, il a dit ce qui me frappe, c'est que quand on parle d'économie à la télévision, il dit surtout ici en Amérique du Nord, à la télévision, mais évidemment en Europe aussi, puisque tout est néolibéral maintenant, partout, sauf les pays scandinaves, l'Allemagne, et le Japon, et l'Asie du Sud-Est. Il parle de l'économie comme s'il parlait de la météo. On nous donne un bulletin météorologique. Le marché s'est réveillé énervé, la bourse a baissé, les riches sont plus riches, tel millionnaire a plus de millions, les pauvres sont plus pauvres, les chômeurs sont plus au chômage. On décrit ce qu'on va dire. Voilà, comme si on ne pouvait rien y changer, comme si c'était la météo, alors que l'économie, c'est un instrument. L'économie, ce n'est pas la météorologie, on peut la changer comme on veut. N'importe quel État peut décider demain que le salaire maximum de n'importe quel PDG, c'est 200 000 $ par an et pas un sou de plus. Et t'es pas content, fous le camp.
Là, vous avez parlé surtout de cette dernière phrase de Adam Smith où il invite un peu, il conseille aux politiciens de faire attention à toutes les propositions qui émaneraient des gens d'affaires, etc., ou de ces gens de la finance. Ce que nous avons remarqué ces dernières années, on va terminer avec ça, c'est une tendance lourde où ce sont les hommes riches qui deviennent des hommes politiques et qui prennent la destinée de pays, etc. Nous l'avons ici, Pilado, qui est devenu chef du Parti québécois et qui un jour pourrait devenir, bien sûr, Premier ministre du Québec. Vous avez parlé tout à l'heure de Paul Martin, qui est lui aussi un homme d'affaires. La famille Bush. Voilà, la famille Bush, etc. Trudeau, Donald Trump, qui se prépare lui aussi à devenir président des États-Unis, etc. Et justement parce qu'il y a une fascination autour de ces hommes d'affaires qui ont réussi, qui sont devenus un peu des golden boys aux yeux de la population. Qu'est-ce qui reste donc pour les gens intelligents, pour les gens un peu qui ont cette passion, qui ont de l'engagement social? Est-ce qu'ils ont de l'avenir en politique? Non, absolument pas, absolument pas. Non, c'est fini. Regardez, même en France, le tandem Valls-Macron est en train de faire un hold-up sur la politique française, en France. Regardez les groupes d'extrême droite qui deviennent des partis maintenant, qui sont en train de challenger Angela Merkel en Allemagne. Non, c'est là où Marx s'est trompé, vraiment. Il a fait plusieurs erreurs, mais enfin bon. Pour l'essentiel, il avait juste. Là où il s'est grandement trompé, c'est qu'il n'a jamais imaginé que l'État deviendrait lui-même capitalisme. Et qu'il n'avait jamais imaginé que le capital deviendrait lui-même l'État. Il a toujours réfléchi en deux entités séparées. Il y a l'État, le capital, l'économie, le prolétariat, etc. Il n'a jamais imaginé qu'un jour, comme vous l'avez dit si bien, les deux vont fusionner. Alors, il y a non seulement cette fascination, comme j'ai dit tout à l'heure, businessman, etc., donc on va voter automatiquement pour le businessman, mais il y a aussi un vice dans le mode démocratique, c'est-à-dire dans le mode de scrutin. Quand vous avez un mode de scrutin, comme par hasard, les pays sociodémocrates, dont je parlais tout à l'heure, qui sont compétitifs sur tous les plans, etc., y compris sur le plan social, ont tous des modes de scrutin proportionnels. Depuis l'Allemagne jusqu'à la Norvège, en passant par l'Écosse et même l'Australie. Bon. L'Australie qui était une très grande social-démocratie. Bon, il y a eu l'avant-dernier Premier ministre qui a transformé ça en néolibéralisme, mais bon, il reste un autre évangéliste. Oui, la Nouvelle-Zélande aussi était très... Et donc, le mode de scrutin uninominal, à un tour ou à deux tours, c'est garanti que c'est le plus riche qui gagne. Garanti. Parce qu'une uninominale à un tour, c'est une personne, ou à deux tours, comme en France, mais peu importe, un tour ou à deux tours, ça revient au même. Uninominale, ça veut dire une personne, dans un comté donné, qui a la majorité des voix, elle devient députée. Et ça, c'est fondamentalement injuste et antidémocratique. Pourquoi? Parce que ça nous donne, par exemple, ici, que ce soit au niveau Canada, ou au niveau provincial, ou au niveau fédéral, ou au niveau des États aux États-Unis, ça nous donne, tous les 4 ans, ou tous les 6 ans, ou tous les 5 ans, une dictature. On a voté pour Couillard, on a voté pour Harper, il s'est comporté en dictateur pendant 10 ans. Et on a déjà eu, par exemple, des gouvernements qui ont obtenu moins de votes populaires que les autres partis, ils ont pris le pouvoir. Harper, voilà. Il est avec même moins autour de 30%, 30-35%, ça, c'était le tiers. Il avait une majorité absolue. Oui. Et le Parti libéral au Québec aujourd'hui a à peu près la même chose. Alors que la proportionnelle, c'est le nombre de votes total par parti en pourcentage qui donne le nombre de députés par parti. Ce qui fait que, prenons l'Allemagne par exemple, si les syndicalistes dans toute l'Allemagne emportent 30% des voix, ils ont 30% des sièges. Ou 30% de la moitié des sièges. Ça dépend, il y a des différentes formes de proportionnelles, mais le principe est le même. Si les écologistes obtiennent 20% total des votes, ils ont 20% des sièges. Les représentants des vieux, des malades, des jeunes,
des étudiants, des défenseurs de la stratosphère, de je ne sais pas quoi, tout ça. Et donc ça donne des régimes où il n'y a pratiquement jamais de gouvernement majoritaire. Donc il n'y a pas une faction qui va imposer sa dictature pendant 4 ans ou 5 ans, son idéologie, ou pendant 10 ans, comme Harper, qui a refaçonné le Canada. Alors ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ça oblige le parti qui a obtenu le plus de sièges de négocier avec tous les autres. Donc on négocie entre syndicalistes, représentants des vieux, des malades, des jeunes, des chômeurs, des assistés, des itinérants, des handicapés, des femmes, des écologistes. Tout ça négocie, le patronat évidemment aussi, et ça donne des lois qui sont des lois équilibrées. Chacun y trouve son compte. Le patronat trouve son compte, le syndicat trouve son compte, l'écologiste trouve son compte, l'étudiant trouve son compte, etc., etc. Alors, je voudrais terminer par ça, parce que je suis sûr que pratiquement quand je dis ça ici, les gens sont au plafond. Danemark, par exemple, on peut élargir à la Suède, parce qu'ils ont tous copié l'Allemagne. Premier cycle universitaire, vous étudiez gratuitement. Et on vous donne 800 à 1000 $ par mois pour étudier gratuitement. Deuxième cycle, ça augmente, 1500 $ par mois. Troisième cycle, doctorat, ça peut aller jusqu'à 2000, 3000, ça dépend du doctorat que vous faites. Et vous pouvez faire 15 doctorats si vous voulez, gratuitement. Et c'est l'État qui vous donne 1000, 1500, 2000, 3000 $ pour étudier gratuitement. Alors d'où il sort cet argent, l'État? Il sort forcément de quelque part. Il le sort d'où? Il le sort du fait que tout le monde paye son juste impôt. C'est pas comme aux États-Unis, par exemple, où Warren Buffett, qui a fait signer, je ne sais pas si vous le savez, une pétition de 40 milliardaires américains il y a quelques années, à Bush, en lui disant, s'il vous plaît, taxez-nous. On veut payer de l'impôt. Et Warren Buffett a ajouté, moi, je paye moins d'impôts que ma femme de ménage. Ça n'a aucun sens. Alors que la Suède, par exemple, les années 40 du siècle passé, 1940-1950, les papetières polluaient beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de pâte à papier en Suède, et 20 kilos par tonne, quelque chose comme ça. Et le gouvernement suédois, parce qu'il y avait des écologistes au Parlement, qui ont dit, basta, il y en a marre de polluer, ces gens-là, ils font de l'argent, qu'ils arrêtent de polluer. Et on leur a donné, je crois, 10 ans, quelque chose comme ça, pour passer de 20 kilos par tonne de déchets polluants à 1,5 kg par tonne. Et les patrons ont dit, comment? On va bouffer notre chemise, on va machin, on s'en va. Mais est-ce que le gouvernement suédois a dit? Vous voulez partir, la porte est ouverte. Mais lundi matin, avant de partir, vous passez au ministère des Finances, ministère de l'Éducation, ministère des Infrastructures, ministère des Affaires sociales, ministère des Forêts et de l'Écologie, et on fait les comptes. Combien d'ingénieurs, de techniciens, de comptables, etc. formés par l'État vous avez utilisé pour faire vos profits depuis 50 ans? Combien de routes, d'autoroutes, d'aéroports, etc., faits par l'État vous avez utilisé pendant ces 40-50 ans? Combien de forêts entretenues, les pistes, etc. par l'État vous avez? On fait les comptes, vous payez ce que vous devez au peuple et à l'État suédois, et vous foutez le camp. Et bien les entrepreneurs ont dit, ah bon, vous ne retenez pas? Non, non, on ne vous retient pas. Ah bon, ben alors on reste. Ils sont restés, et 10 ans après, ils sont passés à 1,5 kg par tonne, pendant qu'ici au Québec, on en est encore à peut-être 30 kg par tonne de déchets de pâte à papier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la forêt suédoise est un jardin magnifique. Parce que même là, les écologistes ont obligé les papetières à inventer des machines pour couper seulement les arbres vieux, les arbres machins, etc., et ne faire aucun dommage à la biodiversité. Conserver 50 espèces de biodiversité au mètre carré. 50 espèces en moyenne, végétales, animales, etc. Ce qui fait qu'ils ont créé une machine complètement verticale qui rentre, qui a la taille d'un homme à peu près. Donc le bûcheron rentre avec cette machine dans la forêt et il passe entre les arbres. Il coupe l'arbre qui est marqué d'une croix, il le coupe et cette machine les monte, enlève les branches et l'attrape comme ça verticalement et le sort de la forêt jusqu'à la route principale où passent les camions pour
Ce qui fait que la forêt, vous allez dans la forêt suédoise, vous avez l'impression d'une forêt primaire. Alors ici, vous allez à 25 mètres à droite ou à gauche de l'autoroute 20 ou de l'autoroute 40. C'est un véritable massacre. Et c'est un massacre. Mais autre bénéfice qu'ont gagné les Suédois et le peuple papetière, c'est que le bois, comme il est sélectif, comme ça, sélectionné, coupé soigneusement et tout, etc., est le plus en demande du monde. Et la technologie qu'ils ont développée pour dépolluer de 20 kg à un demi-kilo, ils la vendent très cher. Alors quand les commandes sont pleines, et ils nous vendent à nous les technologies qu'ils veulent bien nous vendre pour décontaminer. Ils nous ont vendu un système de blanchiment, enfin bon, c'est un détail, mais c'est pour vous dire combien on est conditionné à croire qu'il n'existe rien d'autre que les États-Unis et le modèle américain, quoi. Très bien. Donc, professeur Omar Aktouf, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Ce n'est pas fini. Ah, c'est pas fini. On prend rendez-vous déjà pour la prochaine fois. Prochaine escale. Voilà, prochaine escale. On va vous kidnapper encore une fois pour une autre discussion, toujours sur ces questions d'économie. Quant à nous, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, comme d'habitude, gardez le sourire.